dans votre livre, on apprend que 500 000 Canadiens ont un casier judiciaire pour avoir consommé du cannabis. Est-ce que cette politique a au moins réduit le nombre de consommateurs? Est-ce qu'elle a eu un effet en termes de quantité? Non, elle n'a strictement aucun impact. En fait, les données nous montrent qu'un Canadien sur 4 a essayé le cannabis. La question plutôt à se poser, c'est pourquoi ces 500 000-là par rapport à l'ensemble des consommateurs de cannabis? Alors, ils ont en commun d'être plus visibles, plus dans la rue, plus... ce sont des hommes en majorité, ce sont du monde en bas de 30 ans. C'est beaucoup plus leur milieu social et leurs conditions de vie qui ont le... Tu sais, c'est la même chose si vous êtes étudiant et que vous vivez dans un appartement en carton puis vous faites de la musique à 10h30 le soir, trop fort, vous risquez plus d'avoir la police qui vient cogner à votre porte que si vous avez une maison d'un quartier bien huppé, puis je veux dire... vous pouvez la blaster, votre musique, jusqu'à 4 heures du matin, il n'y a pas un chat qui va dire quelque chose. Vous faites exactement la même chose, mais vous êtes dans un lieu plus vulnérable dans votre appartement en carton. Mais si en plus la police elle vient cogner dans votre appartement en carton, puis qu'il y a du pot sur la table, donc c'est la même clientèle qui est de toute façon la clientèle du système judiciaire, parce qu'elle est plus visible, parce qu'elle est plus vulnérable à la police. Première chose, les gens me disent souvent, c'est effrayant, tu veux légaliser les drogues, ils vont être plus disponibles. C'est parce que les drogues sont déjà disponibles. Le tabac sur le marché noir est beaucoup plus disponible pour un jeune que quand il est obligé de se faire carter et d'aller dans un magasin. Là, il peut en acheter partout, tout le monde en vend autour de lui. Donc, un marché noir rend beaucoup plus disponible les produits. Mettez-moi dans n'importe quelle ville sur la planète, je vous trouve ce que vous voulez dans pas trop de temps. C'est-à-dire, il s'agit juste de connaître les lieux un peu. Donc, non, ils sont beaucoup plus disponibles sur un marché noir. La deuxième chose, c'est qu'une bonne partie des produits qui circulent sur le marché noir disparaîtraient dans un marché légal. Lorsque on a relégalisé l'alcool après la prohibition, on n'a pas légalisé l'alcool frelaté. Il y avait à peu près juste l'alcool à 80, 85, 90% qui circulait. On a redécouvert des produits qui n'existaient plus avec la prohibition, donc la bière, tous les autres alcools et on a créé, ce qui m'amène à mon troisième point, légaliser, c'est un moyen, ça veut dire réglementer. Alors, on peut réglementer à partir d'un certain âge. On a décidé qu'il y avait des lieux pour les bières à bas alcool, mais que les bières à plus haut alcool étaient dans d'autres lieux. Et puis, chaque pays a fait sa réglementation. Mais légaliser, ça veut dire réglementer les lieux dans lesquels on peut l'acheter, l'âge dans lequel on peut l'acheter, le contenu du produit, sa qualité, sa concentration. Donc, il y a beaucoup plus, au contraire, légaliser veut dire réglementer un marché pour que ça soit plus n'importe quoi qui circule, concentré n'importe comment et vendu à n'importe qui, n'importe quel âge. Alors donc, 3 choses qu'il faut comprendre dans la légalisation. Légalisation veut dire moins de disponibilité, que plusieurs produits vont disparaître parce qu'ils n'existent qu'à cause de la prohibition, et que donc on va redécouvrir des produits qui n'existaient pas en circulation dans le marché noir parce qu'ils ne sont pas rentables. Et troisième chose, ça veut dire plus de réglementation pour s'assurer de la qualité des produits et apprendre à les gérer. Et enfin, l'autre élément qu'on dit, c'est que les gens vont consommer plus si c'est légal. Ça non plus. Nous constatons que les drogues illicites qui sont interdites, qui sont réprimées, qui sont censées l'être, progressent plus que l'alcool qui régresse. Donc, j'estime que quand on est père de famille, qu'on est élu, on doit au moins se poser la question. Ouvrons le débat. Le dossier de la prohibition est assez mauvais et ça dure depuis 40 ans. Les États-Unis ont dépensé 1000 milliards de dollars depuis les années 70 pour faire la guerre à la drogue, avec un résultat qui est qu'il y a toujours autant de drogue disponible et autant de gens qui en consomment.
Donc peut-être qu'il serait temps de réfléchir à d'autres systèmes de gestion des drogues. Je pense que, en tout cas, ce que moi j'ai découvert en étudiant cette question, il n'y a sans doute aucun système miracle de gestion des drogues, puisque s'il existait ce système, on l'appliquerait. Il n'y a que des mauvais systèmes et des systèmes qui sont plus ou moins mauvais. Je pense que la prohibition ça a fait la preuve depuis 40 ans que c'est un très mauvais système et que peut-être on peut aller vers une amélioration si on expérimente en tout cas un marché régulé du cannabis. En 1985, Jack publie L'Empereur est nu. Depuis, le livre est devenu un phénomène underground qui s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires dans le monde entier. Aujourd'hui, il en est à sa 11e édition. Premier livre populaire de ce genre, L'Empereur est nu est à la fois un document scientifique, un reportage. Il nous entraîne dans un voyage de la découverte, qui pose un regard caustique, sarcastique, et souvent irrévérencieux sur l'histoire oubliée et le potentiel économique du chanvre. C'est un ouvrage de vulgarisation dont les pages regorgent d'articles. Il a fait prendre conscience à des millions d'Américains que les lois anti-marijuana sont injustes, qu'elles sont basées sur des mensonges, qu'elles sont de nature raciste et qu'il faut les réviser. Je ne connais personne qui ait eu un impact aussi fort que Jack. Ni Jack, ni aucun autre militant du mouvement pour la dépénalisation. Aujourd'hui, nous sommes menacés par un fléau qui nous attaque de l'intérieur. La drogue abrutit les jeunes, détruit des familles, transforme des quartiers en champs de bataille. Être pacifique signifierait capituler. C'est une défaite que nous ne pourrions supporter. En période de contamination massive, il est temps de prendre des vraies mesures pour combattre les dégâts de la drogue. Si jusque-là, les quelques actions intentées ont été de faible succès, c'est que notre barrière douanière était trop modeste. La lâcheté n'a fait qu'aggraver la situation. Le péché de la toxicomanie est celui d'une société décadente. Il nous faut des moyens pour éradiquer le fléau de la drogue. Pour venir à bout de cette épidémie, il nous faut une solution finale. On chiffre en nombre selon un ratio. C'est un ratio d'affaires constatées et d'affaires élucidées. C'est une question de pourcentage. Si vous avez par exemple des infractions très graves, il y en a, et ça il n'est pas question de le nier, il y en a toujours eu. Il y a des infractions financières de haut vol, il y a des bandes organisées, ça n'intéresse pas tellement. De temps en temps, faire une affaire, effectivement, pour la galerie, c'est un peu la vitrine, le paravent. Mais globalement, c'est pas ce qui est recherché. C'est pas l'élucidation de ce genre de délit qui est recherché, c'est d'arriver à produire des statistiques. Il faut savoir qu'un escroc,
dans la tripartition pénale, c'est un délinquant, au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il a commis un délit. C'est très long à débusquer, à dénicher, à interpeller. Ça demande du personnel qualifié, ça demande de l'investissement. Mais en termes de statistiques, ça ne rapportera qu'une garde à vue s'il y a un interpellé. Et le nombre de faits commis sera disproportionné, une fois qu'on aura remonté l'affaire. Alors, les délits qui sont rentables, au sens statistique du terme, ce sont les tout petits délits. Et surtout les délits, je dirais presque créés. Alors, là viennent les infractions à la législation sur les stupéfiants. Je parle de l'usage, pas les gros trafics, qui de toute façon débordent largement nos frontières. Hein. Il y en a de temps en temps qui sont... la police fait quand même de temps en temps des grosses affaires, mais ce qui fait le plus, qui alimente le plus les statistiques, qui est le plus rentable, le plus intéressant, c'est ce genre d'infraction. C'est-à-dire, on constate un fait, on interpelle un individu et on le met en garde à vue. Fait constaté, fait élucidé, interpellation, un ratio parfait, éventuellement garde à vue. Si celui qui ne dit pas qu'il veut aller en bac, il passe déjà pour un démotivé, il sortira de l'école mal placé. J'allais souvent à l'ENPP de Vincennes, qui forme les futurs gardiens, le rêve c'est d'aller en bac. Déjà pour la tenue, puis pour éviter certaines contraintes. En bac, ils font que, eux dans leur jargon, ils disent on est des chasseurs. On n'est pas comme les autres. Les autres c'est les soldats. Avant, il y avait une bac ou deux. Le bac, c'était exceptionnel. Maintenant, il y a la bac civile, la bac tenue, la bac 75 qui couvre tout Paris, il y a les bacs d'arrondissement, il y a une bac dans le métro, un bac jour, bac nuit, il y a des bacs partout. Le sigle bac, et je peux dire en toute franchise que pendant 3 années où j'étais de permanence de nuit, à l'époque où il y avait encore la division police judiciaire et sécurité publique, je n'ai jamais vu les bacs ramener des crimes. Brigade anti-criminalité, ça devrait être pour ramener des crimes. Non, ils ramènent des délits au mieux, voire des contraventions. Quand ils sont en manque de crâne, en fin de nuit, ils ramassent des contraventions. Moi, j'ai vu des choses qui m'ont révolté. Hein, des bacs qui ramènent des vendeurs de poulbeau ou des vendeurs de gris-gris à la sauvette ou des choses comme ça. Alors, ça sert à rien d'être bac, d'être armé comme un Playmobil pour ramener des vendeurs à la sauvette. Ça sert à rien. C'est même l'argent du contribuable qui part en fumée. Il y a toute une nouvelle manière de concevoir le métier qui a été mise en place. Je pense qu'on est passé à autre chose, à une autre conception de la police. Déjà, il y a les médias, au sens large, dont on parlait l'autre jour, qui donnent une image du policier qui se balade en gilet pare-balles avec une mitrailleuse tout le temps. Le recrutement qui a changé. La police, jusqu'à 20-30 ans, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait autre chose, qui venaient du monde du travail. Maintenant, c'est le concours externe qui prime. Beaucoup de jeunes qui sortent des lycées ou des facultés, même gardien de la paix, donc c'est leur premier boulot. Ils ont une image de la police qui est celle-là. Avant, c'était plus peut-être pour gagner sa vie. Moi j'ai connu des vieux gardiens, ils avaient été à l'usine, ils avaient été carleurs, ils se sentaient quand même encore en rapport avec le monde du travail. Maintenant, une fois qu'ils ont passé l'habit de lumière, certains, j'ai l'impression qu'ils ne sentent plus qu'ils sont dans la population. C'est un sentiment que j'ai, certains, pas tous. Hein. Là aussi, je me garde de généraliser. Il y en a encore qui sont là. Il y a une part de ce sentiment, peut-être. On ne s'intéresse plus, on n'est plus dans la population. La population, c'est autre chose. Alors que le policier, c'est quand même avant tout un citoyen. C'est un citoyen, c'est un homme, c'est un père de famille. En dernier, les policiers, comme on est dans n'importe quel métier. Et là, on a l'impression que des fois, ça prend le pas. Il faut qu'on ait avec le cannabis le même rapport qu'on a avec l'alcool. Oui, c'est une substance dangereuse, comme l'alcool, mais il faut expliquer, et il faut éduquer. Je pense notamment par rapport aux jeunes, on a amené dans le cadre de la sortie de la prohibition tout un travail de prévention extrêmement important pour expliquer les méfaits et le fait qu'on ne peut pas fumer n'importe quand, n'importe comment, etc. Aujourd'hui, le fait que ce soit interdit, en même temps, et comme c'est une consommation de masse, il y a une banalisation des choses extrêmement importante. Et ensuite, je pense qu'on ne peut pas être dans une société schizophrène. On ne peut pas être dans un truc qui se consomme massivement, où on a un jeune sur 2 qui a déjà fumé, etc., et en même temps être dans un truc qui est un interdit. C'est pas possible, il y a un problème quelque part.